Monsieur Nico, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'UNESCO Géoparc de Haute-Provence. Et en cette journée internationale de la planète Terre, nous vous avons invité à nous parler des enjeux du changement climatique en Haute-Provence. Merci. Donc, une trentaine de minutes, là, je vais vous parler des enjeux justement du changement climatique en Haute-Provence, en espérant vous amener certains éléments pour mieux appréhender et mieux comprendre les enjeux. Alors, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et certains éléments sur la Haute-Provence. Bien sûr, en 20-30 minutes, il y aura sûrement certains raccourcis, certaines approximations, mais j'espère que je pourrai vous apporter des éléments. Je vais commencer tout d'abord, avant de parler directement du changement climatique, de préciser, puisque c'est le jour de la Terre, que hop, il faut que je bouge un peu ça. Voilà. Comme c'est le jour de la Terre, que le changement climatique n'est pas la seule crise environnementale dont est à faire face la planète et nos régions d'ailleurs aussi. On parle aussi beaucoup d'érosion de la biodiversité. Hein, le taux d'après l'IPBES, qui est un GIEC de la biodiversité, le taux d'extinction des espèces est sans précédent et on est à peu près à 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction au cours du siècle. Il y a aussi les phénomènes de pollution. Alors, je n'ai pas tout mis, hein, mais il y a pollution plastique. Chaque année, on a 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui arrivent de l'intérieur des terres vers l'océan. Et cette pollution pourrait quasiment tripler d'ici 2040. Donc, avec des enjeux très forts et sur notre santé, parce qu'on en ingère, et pour la biodiversité essentiellement. Après, il y a des pollutions de l'eau, la pollution des sols, mais il y a aussi la pollution de l'air. La pollution de l'air qui constitue la cinquième plus grande cause de mortalité en 2017 à l'échelle de la planète. Environ 5 millions de décès ont pu être attribués à la pollution de l'air sur la planète en 2017. Et dernière grande crise, celle dont on va parler plus aujourd'hui, c'est la crise du réchauffement global, du changement climatique. Et d'ailleurs, cette crise et l'inaction qui est associée à cette crise sont les plus grands risques encourus par l'humanité d'après le Global Risk Report du Forum économique mondial. Donc là maintenant, toutes ces crises sont relativement indépendantes les unes des autres, même s'il y a des interactions fortes entre ces crises. Par contre, elles ont une origine commune, c'est l'homme. L'homme et ses activités, notamment les activités des pays les plus riches de la planète. Ah, voilà. Donc là maintenant, on va partir sur le changement climatique, beaucoup plus précisément, et je vais faire une petite introduction en parlant déjà du phénomène à l'échelle globale. Donc ici, là, j'ai présenté une courbe de l'augmentation globale des températures qui part depuis 1880, période qu'on pourrait considérer comme euh, euh, antérieure à l'ère industrielle. Et on voit depuis donc cette période une forte augmentation des températures qui court jusqu'à aujourd'hui, avec même une très forte accélération durant les 30 dernières années. 2016 a été l'année la plus chaude sur la planète, avec 2020, que je n'ai pas noté, mais qui est quasiment à égalité avec 2016. Donc depuis les 5 dernières années, ont été de loin les plus chaudes sur la planète. Alors la cause, c'est l'augmentation des gaz à effet de serre, notamment liée à l'utilisation des énergies fossiles dans l'industrie principalement, mais dans nos transports. Les énergies fossiles, c'est le pétrole, le charbon, le gaz naturel. Mais aussi, cette augmentation des gaz à effet de serre est en partie liée au phénomène de déforestation. Et là, on ne parle pas des coupes de bois forcément dans nos régions, mais des déforestations à l'échelle de la planète, notamment dans les zones tropicales et intertropicales. Plusieurs conséquences à ce réchauffement global. Donc, c'est la hausse des températures qui n'est pas également répartie sur l'ensemble de la planète. Certains secteurs vont se réchauffer beaucoup plus vite que d'autres. L'Arctique se réchauffe beaucoup plus vite que le reste de la planète. Et d'une façon générale, les terres émergées se réchauffent plus vite que les océans. Après, les autres conséquences, ça va être une modification du régime des précipitations à l'échelle de la planète. Alors, avec des incertitudes, mais les grandes tendances, on peut dire que les endroits les plus secs aujourd'hui vont devenir de plus en plus secs et les zones les plus arrosées seront encore plus humides.
Autre conséquence, une augmentation des événements extrêmes. On l'a vu en 2020, hein, qui a été une année record en termes d'ouragans dans l'Atlantique. Mais aussi, ça peut être des événements extrêmes comme les canicules ou les épisodes méditerranéens chez nous. Et après, autre phénomène, et je m'arrêterai là pour les grandes tendances mondiales, c'est l'augmentation du niveau des mers et des océans. Alors, à l'augmentation du niveau des mers et des océans, on peut aussi rajouter l'augmentation de la température des mers et des océans et l'augmentation de l'acidité des mers et des océans. Donc voilà pour un phénomène global des effets du changement climatique. Alors, où va-t-on? Alors là, j'ai mis quelques trajectoires pour savoir. En bleu, on a les températures observées que je vous montrais tout à l'heure. Alors, petite précision, voilà, c'est un graphique des projections à l'échelle de la région, mais que les grandes tendances sont exactement les mêmes à l'échelle de la planète. Donc là, on voit des températures observées et à partir de 2020, 3 scénarios représentés par les courbes. Un premier scénario, donc ces scénarios représentent nos politiques en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. En fait. Donc il y a le scénario rouge là, qui représente l'élévation des températures si les gouvernements ne mettent aucune politique en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si on continue comme aujourd'hui, dans ce cas-là, la planète arrivera à 5 ou 7 degrés d'ici 2100. C'est une solution pas envisageable. Et lors de la COP 21 qui a eu lieu en 2015 à Paris, les gouvernements se sont tous mis d'accord pour limiter la température aux 2 degrés et voir, sous l'impulsion des petits États insulaires, de limiter la température à 1,5 degré. Donc ça, on serait plutôt sur voilà, ça représenterait le scénario qui est en vert ici. Deux problèmes, c'est tout d'abord, lors de cette COP21, les promesses qui ont été faites par les gouvernements en termes de réduction de gaz à effet de serre n'étaient déjà pas assez élevées, elles nous emmènent que autour de 3 ou 4 degrés. Et pour l'instant, la plupart de ces promesses n'ont pas été tenues. Donc on est plutôt dans une zone qui est entre la courbe rouge et la courbe jaune. Lors de cette COP21, on a demandé au GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, de faire une compilation de toutes les études sur le changement climatique et de pouvoir préciser si oui ou non on pouvait limiter la température de la planète à 1,5. Alors, ils ont dit que oui, c'était possible avec des efforts inégalés jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'ils ont surtout précisé, c'est qu'il y a des avantages indéniables à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 par rapport à 2 degrés ou plus. Par exemple, les événements extrêmes seront beaucoup moins intenses, et en particulier les vagues de chaleur, les pluies torrentielles ou les risques de sécheresse, si on limite la température à 1,5 degré. Ça diminue aussi de moitié la fraction de la population mondiale qui sera exposée au risque de pénurie d'eau. Et on divise par 2 le risque de perte de biodiversité et de dégradation des écosystèmes liés au changement climatique. Et d'ailleurs, quand on parle de biodiversité, aujourd'hui, il est évident que les enjeux de préservation de la biodiversité et les enjeux de changement climatique deviennent complètement indissociables. D'une part, parce que les enjeux liés à la préservation, d'une part parce que le climat a un impact fort sur la biodiversité, et aussi parce que la biodiversité est source de solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et aussi à réduire les impacts du changement climatique. Alors, est-ce qu'on voit tous ces avantages liés au fait de maintenir la température de la planète à 1,5 degré? Qu'est-ce que ça implique? Alors ici, on voit que pour l'instant, par ici, là, c'est la COP21, c'était à peu près ici. Et depuis la COP21, nos émissions de gaz à effet de serre ont continué à augmenter avec des records battus en 2018 et 2019. 2018 et 2019 étant assez proches en termes d'émissions. Chaque année, on a toujours émis un peu plus. Pour atteindre les 1,5, il faudra aujourd'hui diminuer chaque année jusqu'en 2030 nos émissions de 7,6%. Alors, une petite parenthèse, là j'ai mis une diapositive où on voit effectivement les émissions en 2020. Donc, 2020 qui est maintenant l'année où il y a eu le Covid et où on a été à l'échelle de la planète quasiment tous confinés à un moment ou à un autre. Et on voit que le Covid a permis de baisser les émissions
de 7%. Ça veut dire pas tout à fait autant que de ce qu'il faudrait baisser chaque année dans les 8 prochaines années, nos émissions. Donc, l'enjeu est grand. Les experts sont de plus en plus pessimistes sur le fait qu'on puisse arriver à limiter la température de la planète à 1,5 degré. Donc, on va avoir deux enjeux qui se présentent face à nous. D'une part, c'est deux termes qu'on utilise très souvent, qu'on entend très souvent, c'est l'atténuation et l'adaptation. Donc, d'une part, il va falloir atténuer, ça veut dire s'attaquer à la source, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour contenir le réchauffement global à 1,5, il faudra diminuer les émissions de 55% d'ici 2030. Donc là, alors ça, c'est un enjeu mondial, hein, c'est l'affaire de tous à l'échelle de la planète, et tout le monde doit y participer, même les territoires. Et d'autre part, on sait que même à 1,5, il y aura des impacts et que ces 1,5, on commence à s'en éloigner. On est plus proche aujourd'hui des 2 degrés, même en faisant beaucoup d'efforts. Donc, il faudra réduire les impacts au niveau de nos territoires. Donc, ça veut dire nous adapter, augmenter la résilience des écosystèmes et des activités socio-économiques de nos territoires. Alors, pour ça, des solutions existent, d'autres restent à inventer, mais elles doivent être mises en œuvre et articulées selon la vulnérabilité des territoires et des secteurs socio-économiques concernés. Notamment, voilà, il faut bien connaître, par exemple, pour le territoire de Haute-Provence, bien connaître les caractéristiques de ce territoire. Et pour ça, ce qu'il faut connaître, c'est les tendances climatiques. Quelles vont être les tendances climatiques? Quelles sont déjà les tendances actuelles du climat sur le territoire et quelles vont être les tendances climatiques futures? Quelles vont être les conséquences de cette évolution du climat sur les écosystèmes et les activités socio-économiques? Et quelles sont les pistes de solutions qui sont disponibles? Donc pour ça, pour bien appréhender ça à l'échelle d'un territoire, la prise en compte et je dirais même l'appropriation des connaissances scientifiques par tous devient un maillon essentiel des politiques de transition énergétique, environnementale et sociale. C'est là d'où l'intérêt d'avoir des connaissances scientifiques. Sachant que 70% des mesures d'adaptation et d'atténuation seront prises au niveau local. C'est là où, en fait, le groupe régional d'experts sur le climat en région Sud intervient. En fait, on va sur la région et sur certains territoires centraliser toutes les connaissances qu'il y a, une grande partie des connaissances qui existent sur le changement climatique. Alors là, je présente rapidement, on l'a fait dans différents cahiers, je vais passer très vite. Mais voilà, il y a des cahiers thématiques, donc sur le changement climatique, sur l'agriculture et la forêt, sur la mer littorale, sur les ressources en eau, sur les Alpes, la ville, sur la santé, et puis quelques cahiers territoriaux, un sur le PNR du Luberon qui est sorti en 2020, l'été dernier, et un qui va sortir très très bientôt, d'ici un petit mois, sur le parc naturel régional du Verdon. Donc là, voilà, on centralise les connaissances scientifiques disponibles sur ces territoires concernant le changement climatique. Donc, je vais faire donc là, je vais vous parler de quelques tendances observées de la température au niveau régional et territorial, parce que j'essaye de prendre des exemples les plus proches possibles du géoparc et de Haute-Provence. Donc ici, c'est l'évolution des températures moyennes annuelles. Pardon, je bougeais quelque chose. L'évolution des températures moyennes annuelles. On voit ici, donc c'est pour la station de Saint-Auban-Château-Arnoux. On voit ici que depuis les années 60, une très forte et constante, voire avec une accélération depuis les années 90, de l'augmentation des températures. Si on prend le référentiel par rapport aux années 60-90, on est quasiment aujourd'hui à 2 degrés de plus. Tout à fait, on est en tout cas à plus de 1,5 degrés au-dessus des normales. Avec cette augmentation des températures, bien sûr, on voit ici un graphique avec une augmentation des jours chauds, ça veut dire des jours où la température maximale dépasse 30 degrés. On observe également une constante évolution de ce nombre de jours chauds. Avec aujourd'hui à Saint-Auban, par exemple, là en 2019, on a eu plus de 70 jours où la température maximale était supérieure à 30 degrés. Si on prend en moyenne par ici l'année 65-64, on est plutôt autour de 25 jours. Donc on voit une très forte évolution du nombre de jours très chauds. Ce nombre de jours très chauds va avec une augmentation de la fréquence des vagues de chaleur. Donc là, ici, on voit que depuis
1947, 18 épisodes sur les 29 représentés se situent dans la période 2000-2019, avec quelques particularités qu'on observe depuis les années 2010. C'est des vagues de chaleur, plusieurs vagues de chaleur dans la même année. Par exemple, si on voit 2015, on a eu 3 vagues de chaleur, 1, 2, 3. La vague de chaleur la plus importante reste celle de 2003, essentiellement en durée, qui a fait 70 000 morts en Europe et 15 000 morts en France. 2019 aussi est une vague de chaleur record, alors pas en durée, mais en intensité, avec des records de température historiques partout, quasiment partout en France. Et un record, par exemple, à Vinon-sur-Verdon, de 44,3 degrés le 28 juin 2019. Donc beaucoup moins de mortalité avec la canicule de 2019, d'une part parce qu'en 2003, on a mis en place des systèmes d'alerte canicule, mais aussi parce que la canicule de 2019 a été beaucoup moins longue. Autre phénomène, c'est des records de chaleur hivernaux. Alors ces records de chaleur, cette augmentation des températures hivernales peut induire des risques de gel tardif plus précoces. En fait, c'est l'événement qu'on a eu la semaine dernière, ou il y a 10 jours, je ne sais plus, où on a eu une catastrophe au niveau notamment des vergers, de la vigne et des cultures, parce qu'on a eu quelques jours de froid relativement important. Ce froid important, en fait, le risque de gel augmente, malgré ici, on voit que le nombre de jours de gel diminue régulièrement et voire fortement depuis une dizaine d'années. Mais le fait que les températures soient beaucoup plus élevées en janvier, février et en mars, la végétation redémarre beaucoup plus tôt, et notamment les cultures, les vergers débourrent de plus en plus tôt, et des gels qui avant n'étaient pas des gels, pour être considérés comme des gels tardifs, viennent, même quand ils arrivent assez tôt dans la saison, ont un impact beaucoup plus important parce que les cultures avaient déjà débourré. Concernant les précipitations pour l'évolution, alors on voit alors un contraste, c'est l'évolution des précipitations annuelles régionales sur la période de 1959-2009. On voit que sur l'est et le sud-est de la région, on observe déjà une diminution des précipitations, alors que sur l'ouest et le nord de la région, les précipitations sont plus ou moins stables. Si on prend 2 stations relativement proches, il y en a une là par exemple au nord, proche de Digne, au nord du parc du plein air du Verdon, la station de Lambruis, on voit une forte variabilité interannuelle, mais une stabilité globalement au niveau de la tendance. Par contre, si on se met déjà un tout petit peu plus au sud sur la station de Castellane, on voit déjà sur les précipitations annuelles une tendance à la diminution. Donc ça, c'est au niveau de l'année. Je reprends la station de Castellane avec la tendance à la diminution. On voit qu'aussi, il y a une diminution des précipitations toujours sur la même station, qui est beaucoup plus marquée durant la période estivale. Alors, il n'y a pas juste les tendances du cumul de précipitations, il y a aussi l'augmentation des événements extrêmes, des épisodes méditerranéens, qui est observée depuis le milieu du XXe siècle. L'intensité de ces épisodes est en hausse d'environ 22%, et les événements qu'on appelle épisodes méditerranéens, qui sont à plus de 200 mm de pluie par jour, ont doublé depuis les années 60. La probabilité de crue centennale a également doublé en raison de l'augmentation de la température. On peut noter en 2020, il y a eu 2 événements à plus de 500 mm dans la journée, le 19 septembre dans le Gard et le 2 octobre dans les Alpes-Maritimes, notamment dans la vallée de la Roya et de la Tinée. Il faut noter rapidement que le risque d'inondation n'est pas directement lié à ces épisodes méditerranéens, mais dépend également en grande partie des caractéristiques de gestion et d'aménagement du bassin versant. Alors demain, pour continuer sur les grandes tendances, où va-t-on demain? Donc là, c'est ce que je l'ai expliqué tout à l'heure pour les températures. Donc selon le scénario, on va aller vers une augmentation des températures annuelles de 1,2 degré à 4,5 degrés selon les scénarios et selon l'altitude considérée pour la région.
Ça sera associé à une augmentation du nombre de nuits tropicales qui peut aller de 6 à 42 jours en été, en moyenne à 600 mètres d'altitude. Donc les nuits tropicales, c'est les nuits où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés. Et elles sont importantes parce que c'est la nuit qu'on récupère quand on a très chaud. Et donc, quand on ne récupère pas la nuit, les risques de conséquences sur notre santé sont beaucoup plus importants. Et bien sûr, avec cette augmentation des températures, on aura une augmentation des épisodes de vagues de chaleur particulièrement marquée après 2050, et notamment si on ne limite pas la température à 2 degrés. Concernant les précipitations, les tendances sont beaucoup moins marquées et il y a beaucoup plus d'incertitudes sur l'évolution des précipitations. Malgré tout, on observe, alors selon un scénario, mais une diminution des cumuls globaux sur la région de 10 à 20% au-delà de 2050. Une tendance beaucoup plus marquée à la diminution des précipitations estivales, c'est-à-dire en été, qui pourrait diminuer sur certains secteurs jusqu'à 50%, et un maintien ou une hausse des cumuls automnales et printaniers. En fait, la conséquence de la baisse des précipitations doit être prise en considération associée à la hausse de la température, et qui implique également une plus forte évaporation et une augmentation de la demande. Et donc, ça peut se traduire, par exemple, en termes de débit, à une réduction des débits annuels des rivières et des masses d'eau souterraines de 10 à 20% autour de 2050-2070. Ça sera associé aussi à une très forte augmentation des sécheresses estivales en durée et en intensité. Ça sera aussi associé ça aura pour conséquence une importante diminution du manteau neigeux qu'on observe déjà, et une fonte précoce en dessous de 1500 mètres. Alors, pour exemple, dans le Mercantour, à 1200 mètres, on s'attend, pour une élévation de la température de 3 degrés, on s'attend à une diminution de 75% du manteau neigeux, et à 2700 mètres, une diminution de 40% du manteau neigeux. Ça, c'est des résultats sortis du projet Adamo. Donc voilà, autre conséquence, ce sera aussi une forte augmentation des assecs au niveau des cours d'eau. Par exemple, ici, on voit une photo de l'Artuby où l'eau ne coule plus. Ça, c'est des phénomènes qui sont de plus en plus courants. Donc là, maintenant qu'on a vu l'évolution de toutes des températures et des précipitations, on va passer sur les conséquences, et les conséquences sont multiples, que ce soit sur les écosystèmes ou sur les activités socio-économiques, notamment en termes d'accès à l'eau, on vient de le voir, en termes de biodiversité, d'agriculture, de forêt, des conséquences sur la santé, le bien-être, la mobilité, le tourisme. Vu le temps réduit de la conférence, je ne parlerai pas de toutes les conséquences, je ne serai pas exhaustif. Je vais vous présenter quelques conséquences sur la forêt et l'agriculture. Donc, les conséquences sur la forêt et l'agriculture. Alors, d'une part, il y a des conséquences directes sur la productivité des forêts et les rendements agricoles. Les causes sont multiples, les phénomènes. Donc, c'est une combinaison entre l'impact des sécheresses, la combinaison des sécheresses, des vagues de chaleur, des températures élevées hivernales qui, justement, vont provoquer un débourrement beaucoup plus rapide ou des cultures ou des arbres, et qui les soumettent au risque de gel. Ça va fragiliser les différentes cultures ou essences qui vont être notamment beaucoup plus vulnérables aux attaques de pathogènes et de ravageurs. Là, j'ai mis un petit graphique en dessous où on voit les vagues de chaleur et les sécheresses qui, ces dernières années, ont été particulièrement intenses et successives d'une année sur l'autre, avec, depuis 2015, de nombreuses vagues de chaleur, records, et de nombreuses sécheresses. On se rappelle de celle de 2017. C'est la combinaison et la succession de ces événements qui ont fragilisé fortement les cultures, mais surtout nos forêts. Donc là, quelques impacts très rapides sur les cultures, je ne vais pas m'étendre. Ce qu'on peut observer, c'est qu'on observe une baisse de la production des truffes associée à la baisse associée au déficit hydrique observé ces dernières années. On observe aussi, avec l'augmentation des températures printanières du mois de mai-juin et la baisse de la disponibilité en eau, une stagnation, on voit ici la courbe en jaune, une stagnation des rendements de blé dur.
On peut observer aussi des impacts sur le pastoralisme de plus en plus fréquents, notamment des stress thermiques et hydriques à la fois sur les animaux, mais aussi sur les prairies. Donc sur les animaux, ça a pour conséquence des problèmes sur la reproduction des animaux, sur la productivité et la qualité des produits qu'ils nous fournissent et sur leur santé et leur bien-être. L'autre problème aussi est les changements dans la période de croissance des végétaux et les problèmes de productivité et de qualité des fourrages et des pâturages. Donc cet ensemble-là, donc associé aussi au manque d'eau, pose certains problèmes sur le pastoralisme qui commence à émerger et qui devrait être de plus en plus compliqué dans les années à venir. Les impacts sur les forêts. Alors, deux choses, hein, je vais parler de deux éléments là tout de suite. C'est le dépérissement des forêts. Alors, on observe de plus en plus d'épisodes de dépérissement qui, s'ils se prolongent, peuvent se transformer en épisode de mortalité, comme ici. Hein. Là, c'est un cas un peu extrême sur le territoire du PNR du Verdon. Les pins sylvestres ont particulièrement été affectés ces dernières années par les sécheresses et les vagues de chaleur successives. Mais le chêne blanc également présente un déficit foliaire très très important et on a observé également des déficits foliaires importants chez le chêne vert et le pin d'Alep qui sont pourtant vraiment des essences méditerranéennes qui sont habituées aux périodes de sécheresse estivale. Ces périodes de sécheresse associées à la hausse des températures et aussi à justement une végétation dépérissante avec beaucoup de mortalité et de bois morts à l'intérieur des peuplements font qu'on a une très forte augmentation du risque incendie. Alors j'avais mis l'exemple, hein, c'était l'incendie de Moustier-Sainte-Marie qui a brûlé plus de 240 hectares le 23 octobre 2017. Je crois que la moyenne pour les Alpes de Haute-Provence chaque année, c'est autour de 200 hectares. Donc en une journée, on a brûlé plus que la moyenne annuelle le 23 octobre 2017. C'était pendant la très très dure sécheresse de 2017. La saison propice aux incendies s'est allongée de 3 semaines durant les 60 dernières années. Et la zone géographique propice au feu s'est étendue en altitude et vers le nord. Donc les risques incendies vont continuer à augmenter en Basse-Provence, mais en Haute-Provence, il devient de plus en plus important également. On le voit ici hein, avec l'indice IFM qui représente le risque, le niveau d'humidité de la végétation et le risque de grands feux. Donc un IFM supérieur à 40, supérieur à 40 nous montre et vraiment directement représente un danger très élevé de méga-feux. Donc on le voit aujourd'hui, hein, si on prend le secteur de Haute-Provence, pour l'instant, le risque est autour de 1 à 2, 3, 4 journées maximum par an de méga-feux. Ça veut dire très, très, très faible. Par contre, si on regarde autour des années 2070, avec l'augmentation des températures, on voit une très forte augmentation du risque de méga-feux. Les méga-feux sont des feux beaucoup plus importants et beaucoup plus durs à combattre que les incendies auxquels on avait à faire face jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, là c'était quelques conséquences, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux façons pour augmenter la résilience de notre territoire vis-à-vis de tous ces événements. Donc d'une part, là ça va être un effort commun à l'échelle mondiale qu'il va faire, ça va être réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre. Donc pour ça, tout d'abord, il faut réduire notre consommation. Et ça peut passer par un meilleur bilan énergétique des bâtiments, les mobilités douces. Voilà, c'est réduire notre consommation en termes d'énergie. C'est développer des énergies renouvelables. Alors ça, il ne faut pas le faire n'importe comment. Là aussi, hein, il ne faut pas que développer des énergies renouvelables ait des conséquences sur la biodiversité ou sur notre productivité agricole. Donc, il faudra les développer en respectant les espaces naturels et agricoles. Autre chose, pour atténuer et réduire les taux de gaz à effet de serre, il faudra respecter les stocks de carbone et favoriser la séquestration du carbone. Respecter les stocks de carbone, c'est aussi respecter les forêts anciennes, et les sols et les zones humides.
en respectant ces éléments, ces parties des écosystèmes, comment dire, on préserve aussi la biodiversité. Favoriser la séquestration du carbone, alors il faudra le faire avec des gestions par la gestion des forêts, des gestions adaptées de la forêt, pas n'importe comment, et par des pratiques agroécologiques. Donc on peut favoriser la séquestration du carbone au niveau des forêts, mais aussi au niveau de l'agriculture. Il faudra donc également, j'ai dit tout à l'heure, malgré tout, la température va continuer à augmenter, les épisodes extrêmes vont également augmenter, donc il faudra s'adapter, réduire la vulnérabilité du territoire. Alors pour ça, s'appuyer sur les solutions fondées sur la nature quand c'est possible, en végétalisant les villes et villages, les centres urbains, pour réduire les îlots de chaleur et l'impact des très fortes chaleurs au niveau des villes. Renaturer les cours d'eau qui ont été fortement artificialisés pour limiter l'impact des épisodes cévenols, développer l'agroécologie pour augmenter la résilience des cultures vis-à-vis de la sécheresse et des fortes chaleurs. Mais développer l'agroécologie, c'est aussi séquestrer du carbone, parce qu'en plantant des haies, en favorisant les sols, et c'est aussi favoriser la biodiversité. À partir d'aujourd'hui, il faudra aussi limiter et réduire l'artificialisation des sols, là aussi directement en lien avec la séquestration du carbone, les stocks de carbone, mais aussi l'impact des épisodes méditerranéens. Encourager les économies d'eau, on a vu, hein, surtout en été, lors des fortes affluences touristiques, et là où on en a le plus besoin pour l'agriculture, c'est là où on aura le moins d'eau disponible. Et il faudra en garder également pour les milieux qui en ont besoin, et donc pour la biodiversité des cours d'eau. Donc il faudra encourager les économies d'eau, et vis-à-vis, par exemple, des risques incendies, réduire l'embroussaillement des forêts, notamment autour des habitations. Ça peut être fait par le sylvopastoralisme, par exemple. Donc, beaucoup de solutions sont disponibles. Certaines restent à inventer. Mais par contre, ce qui aujourd'hui semble important, c'est avant tout, quand on le peut, privilégier les solutions qui combinent l'adaptation, l'atténuation et qui favorisent la biodiversité. Et voilà, pour finir, je vais donner quelques orientations générales sur la mise en œuvre de ces solutions. Alors, d'une part, il faudra penser le long terme, ça veut dire que les solutions qu'on met en place aujourd'hui, les équipements qu'on va développer aujourd'hui, par exemple, ils doivent être encore viables dans 30 ou dans 20 ans. Donc, il faudra penser que dans 20 ans, le climat, les températures vont continuer à augmenter et qu'on ne sera pas tout à fait dans le même contexte. Donc, penser le long terme. La mise en œuvre des solutions doit être l'objet de tous. Il faut encourager les approches collaboratives et partenariales. Il faut combiner les savoirs professionnels, les connaissances scientifiques, mais aussi l'expérience des usagers et des citoyens. Ces approches collaboratives faciliteront notamment l'acceptabilité de l'ensemble des mesures qu'on va pouvoir prendre sur un territoire. Donc pour ça, il faut multiplier les échanges d'expériences, valoriser l'exemplarité, valoriser tous les exemples de solutions mises sur les territoires qui vont dans le bon sens. Il y en a déjà. Il faut également, pour mieux connaître l'évolution de nos territoires et savoir, pour affiner la mise en œuvre des solutions, renforcer la recherche et les connaissances scientifiques au niveau territorial. Il faut penser à la convergence des problématiques et valoriser l'éco-bénéfice. Donc, on met des mesures en place pour réduire l'impact du climat, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, faire en sorte qu'elle favorise également la biodiversité, le lien social, par exemple, la santé et la gouvernance. Je l'ai dit juste avant, privilégier les solutions fondées sur la nature et développer l'économie du partage et retisser du lien social. Voilà pour les quelques orientations générales, et il y en a d'autres pour la mise en œuvre des solutions. Et j'ai fini de mon petit panorama du changement climatique sur le territoire de Haute-Provence. Merci à tous pour votre attention.